Alors bonsoir à tous et à tous, je suis ravi de retrouver un auteur du Typhon. Ils sont rares, les auteurs du Typhon qui sont en vie. Et c'est quand même important de les mettre en avant. Et ce soir, c'est Glenn James Brown qui a sorti un livre monde, on pourrait appeler ça, Aeronopolis, qui est sorti en 2018 en Grande-Bretagne, qui est traduit de l'anglais par Claire Charrier, qui est présente ici. On a la chance d'avoir la traductrice, l'éditeur et l'auteur. Et c'est plutôt rare, donc on va en profiter. Yves Torres, qu'on connaît évidemment tous, puisque c'est un habitué des rencontres Lille, et Claire Charrier, qui traduit son premier roman. On parlera tout à l'heure, Claire, si tu le veux bien, de cette expérience assez gargantuesque de traduire ce roman-là. Bonsoir à tous les trois, et on va commencer avec Yves pour que tu puisses nous parler de ce travail d'éditeur, de cette découverte de cet auteur. Quelles sensations vous avez eues avec Florian Torres, son frère qui est co-éditeur, quelles sensations vous avez eues en découvrant cet auteur-là? Pourquoi lui finalement? Il y a si peu d'élus en tant qu'auteur vivant du Typhon, pourquoi lui? Et déjà, bonsoir à tous et à toutes. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Ouais, ok, voilà. Oui, Florian vous salue aussi. Florian est à Francfort pour la foire du livre de Francfort, qui est un moment important pour nous. Oui, donc sur Hironopolis, la petite histoire sur Hironopolis, c'est qu'on n'y est absolument pour rien. C'est-à-dire que ce manuscrit nous est arrivé grâce à Claire, et pour nous, c'est très important parce que, vous savez, maison d'édition, on est quand même, on fait beaucoup de littérature étrangère. Le rôle des traducteurs et des traductrices pour nous est essentiel. C'est-à-dire que c'est quand même les premiers passeurs des textes, c'est eux. Et un jour, on reçoit un mail de Claire nous parlant de Hironopolis en nous disant, ben voilà, vu ce que vous avez fait sur la littérature anglaise, vous savez, on a publié pas mal d'auteurs des années 50-60 du nord de l'Angleterre au début de la création de la maison d'édition, des auteurs comme John Wayne, John Brain, Keith Waterhouse. Et ce texte va sans doute vous intéresser. Et ce qu'on avait beaucoup aimé, je ne sais pas si tu t'en souviens, Claire, ce que j'avais vraiment aimé au mail de Claire, c'est qu'il était ultra personnalisé. C'est-à-dire qu'on sentait qu'elle connaissait ce qu'on faisait, elle sentait, elle savait les thématiques qui nous intéressaient. Et c'est très important pour nous parce que, en fait, c'est pas toujours le cas. Parfois, on reçoit des projets qui nous paraissent à des années-lumière de ce qu'on a envie de faire en termes de publication, de ce qui nous préoccupe aussi dans les questionnements que traversent nos livres. Donc, voilà, ça a commencé comme ça, par un mail de Claire. Je m'en souviens très bien parce que j'allais rentrer, j'étais à Marseille, j'allais rentrer dans un cinéma et je vois ce mail débarquer de Claire, euh, hyper intéressant, hyper intriguant. Et je me dis, mais là, il y a quelque chose, quoi. Et après la séance, tout de suite, Claire nous avait envoyé les 10 premières pages, je crois, ou je sais plus ce que c'était, Claire, un extrait, je crois, C'était un de, extrait, ouais. un extrait du milieu du livre. Ouais. Cet extrait avec le puits qui est assez fascinant dans le livre. Il y a une histoire entre deux personnages et avec une créature qui hante ce puits. Et moi, j'ai été tout de suite captivé, quoi. Donc, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que je l'envoie à mon associé, mon frère, en lui disant, mais regarde, c'est génial, etc. Et on a fait après notre petit travail de recherche, quoi. C'est-à-dire qu'on est allé voir sur Internet tout ce qui se disait sur le livre de Glenn. Et on s'est dit, mais c'est pour nous, en fait. Il y a à la fois l'aspect social, l'aspect politique. Il y a cette chose pour les gens qui l'ont lu, qui traversent le livre fantastique, qui est aussi quelque chose de la mémoire collective d'un lieu. Ça nous intéresse aussi beaucoup dans nos publications. Et voilà, toutes les conditions suite au mail de Claire étaient réunies pour que ce texte nous intéresse. On l'a ensuite lu, on l'a fait lire aussi à des gens, parce qu'on le fait lire aussi à des lecteurs extérieurs pour voir ce qu'ils en pensent par rapport à la ligne éditoriale de la maison. Et c'est comme ça que le livre a débarqué aux éditions du Typhon. Voilà. On était aussi, pour la petite histoire aussi, on était voilà, c'est un premier roman anglais. Nous, on est identifiés comme des éditeurs qui travaillons plus sur le patrimoine. Donc, on se demandait aussi, voilà, comment faire pour l'accueil. On était aussi, vous allez voir, c'est un livre aussi qui fait 500 pages et on était un peu effrayés par ça. Et quand on est rentré dans le texte en VO, en fait, on ne pouvait plus le lâcher, quoi. Et je trouve que ce qui est fascinant dans le texte de Glenn, c'est ça, c'est la façon dont il parle d'un sujet qui, à première vue, peut être un peu déprimant, un peu, comment il donne vie à ce sujet-là. Et ça nous a vraiment fortement touché dans ce texte-là. Et ensuite, voilà, il y a eu tout ce défi de traduction dont on parlera avec Claire tout à l'heure. Et il a atterri dans la collection Après la tempête, qui est une collection qui réunit ce genre de texte qui est évidemment parfaitement adapté à cette collection. Peut-être que tu pourrais en dire un mot pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le Typhon, mais c'est quand même, à mon avis, très rare.
Oui, voilà, la maison d'édition, on a deux collections on a deux collections. On a donc la collection Les Hallucinés, qui est plus une littérature autour du mauvais genre, avec des littératures gothiques, avec des lectures fantastiques, et l'autre, Après la tempête, qui se consacre à une littérature avec des récits plus proches du réalisme, ou en tout cas qui questionnent des grandes préoccupations politiques ou sociales de notre temps. Et c'était quand on a lu le livre de Glenn, Glenn en parlera évidemment mieux que nous. Ces questions politiques et sociales sont très présentes dans le texte, mais ce qui nous a aussi beaucoup touché, c'est comment le fantastique, comment en tout cas l'étrangeté s'immisce dans le réel. Et je pense que c'est aussi ce qui fait le charme de ce livre. Il aurait pu aller dans Les Hallucinés d'ailleurs, puisqu'il y a quand même des passages aussi, des passages et des moments qui créent des ponts entre les deux collections. Est-ce qu'il y a eu une hésitation d'ailleurs ou pas du tout? Ça Non, devait. il y a pas eu d'hésitation, parce que tu le sais comme tu as lu le livre, mais on est quand même dans une littérature en prise avec le réel et avec l'époque, avec des questionnements politiques, des questionnements, ça, il n'y a pas eu d'hésitation du tout. Et ce qui nous a intéressé, c'est justement et ce qui nous intéresse aussi toujours dans les textes qui ont une valeur dans la littérature du réel ou de la politique, ou dans cette littérature qui touche avec le social, c'est aussi l'étrangeté, c'est-à-dire un peu la zone où il y a du frémissement et où on passe de quelque chose de très réel à quelque chose qui ne l'est plus. Alors, avant de parler de la traduction et de la découverte du manuscrit de Claire tout à l'heure, on va quand même faire parler Glenn, évidemment. Glenn, j'aimerais que vous nous parliez de ce personnage principal qui est Aeronopolis, qui est une ville fictive, mais j'ai cru comprendre. Alors, évidemment, si vous cherchez sur Google, vous ne trouverez quasiment rien, excepté un club de foot de Middlesbrough dans les années 1890 qui s'appelait Middlesbrough Aeronopolis Football Club qui a joué brièvement dans les années 1890, mais excepté cela, tout le reste, c'est une ville inventée, c'est une ville fictive. J'aimerais qu'il nous parle de ce personnage principal et comment ce roman est arrivé à lui. On le sait évidemment par rapport à son enfance, mais j'aimerais qu'il nous parle de la genèse de ce roman. So, Glenn, we would like to know more about the main character that is the city, Aeronopolis. Apparently, when you do some research, you can find Aeronopolis or Middlesbrough Aeronopolis Football Club. I used to play in 1890 or something like that. So could you just talk about this main character? What is Ionopolis? We understand that it's a completely imagined city. And how did you start your novel? Well, yeah, where is the first? Okay. Well, I think Ionopolis was the sort of nickname that Middlesbrough was given because it produced the majority of the iron and steel in the northeast. Cities used to get like an opolis nickname for whatever they produced in the Industrial Revolution. For example, I live in Manchester now, and it used to produce a lot of cotton, so people call it Cottonopolis, or they used to call it Cottonopolis. So the city itself, Ionopolis, like that, Middlesbrough existed, but I wanted to imagine after World War II, there was a huge building program to build houses which were suitable for working people, and I wanted to imagine a giant housing estate like that, sort of on the outskirts of Ionopolis. And because I grew up on a place like that myself, and you know, after the war in the 40s and 50s and 60s, these places were considered really good places, you know, and people lived, you know, working class people lived in these places with pride, perhaps. And from the 1980s onwards, for political reasons, they became places where they shrank, and only kind of like the poorest and the most problematic people would be pushed into living there. And so, yeah, I wanted to imagine a place where
you know, there was once pride in working for these steel mills, for working in Ionopolis, and to live in Ionopolis and have pride in your work and pride in your home. But through the 20th century, the concept of that went away. It became, for many reasons, difficult politically, economically to live there. So yeah, that's kind of, like Ionopolis doesn't exist anymore. You know, the last steel mill was closed in the early 2000s, and the buildings, the factories, the forges are still there, but they are rotting and falling apart, like a lot of these housing estates. The one in the book I invented, but there are real ones which are like ghost towns, or they are full of people who have nowhere else to go, really. And that is what I wanted to write about. Alors, Hironopolis, en fait, c'était vraiment le surnom pour une ville comme Middlesbrough. Parce qu'en fait, c'était là où on produisait iron and steel, donc c'est le fer et l'acier dans le nord-est de l'Angleterre. Et souvent, en fait, les villes, pendant l'industrialisation en Angleterre, les villes prenaient le surnom de ce qu'on y produisait. Par exemple, actuellement, Glenn vit à Manchester. Et à Manchester, en fait, on produisait du coton, donc on appelait ça Cotonopolis. Voilà. Donc Hironopolis, en fait, a quand même existé d'une certaine manière. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu donc un vaste plan de logements sociaux, mais en fait, c'était dans l'idée de loger en fait tous les ouvriers, toutes les personnes qui allaient travailler là-bas avec leur famille. Et donc Glenn a voulu imaginer une sorte de grande cité comme ça, comme il en existait, un peu aux abords d'Hironopolis. Et aussi parce qu'il a grandi dans un endroit comme ça. En fait, il a grandi dans une cité, voilà. En fait, dans les années 40 et les années 50, c'était des endroits où on était fiers d'habiter. C'était la classe ouvrière était fière d'y habiter, fière de travailler dans ces villes. Et c'est à partir des années 80 où, voilà, pour certaines raisons politiques dont on parlera peut-être après, ces endroits ont un peu implosé. Maintenant, c'est un peu symbolique de pauvreté, en fait. On dit en fait toutes les personnes qui ont des problématiques sont comme poussées à vivre dans ces endroits. Après, avec les difficultés économiques et les difficultés politiques qui s'en sont suivies après la désindustrialisation, voilà, on se retrouve avec des cités fantômes. Et même des usines aussi qui sont comment dire, rotting, qui se délitent, voilà, qui se délitent, ouais, pardon. Donc voilà, donc en fait, ça existe. Et malgré tout ça, en fait, c'est vraiment des cités qui existent. Et donc il a voulu parler de ça, en fait. Et sur la confection du roman, sur la genèse du roman? Et what about how did you start the novel? When did you start? I started like 10 years ago now. So I didn't have a plan. I think the third part of the book, because it's 6 stories, I think I started writing the third part of the book. And I just had just a basic idea, and then it just grew and grew. Like there are many different connections to all of the different stories, and it forms one big story. So yeah, I started writing 10 years ago. I didn't have a plan that it would get so big.
and I didn't see all of the themes or anything like that originally. I just knew I wanted to talk about, the problems with social housing. And it was a very, like, the third story is quite a small story about a father takes his son to apologize to like a older person who has a lot of respect and is quite feared on the estate because his son has done something bad. And it's quite a small story, but within that is all of the themes and everything that I wanted to explore. So once I finished that one, I was like, like I made a reference to one thing in that story which doesn't exist, so I have to write that story. And then it went like that again and again and again. So yeah, 10 years ago, but without any plan. And I've since, I don't know about writing novels without plans. Some people like it. It worked for me this time. It's tricky. En fait, j'ai commencé il y a 10 ans à écrire et j'avais pas vraiment de plan. J'avais commencé par écrire la troisième partie, en fait. Il y a donc 6 histoires dans Hironopolis. Et j'avais une idée de base qui était de parler des problèmes du logement, des logements sociaux en Angleterre. Et en fait, cette idée, voilà, grandit, mûrit, et j'ai pu commencer à faire des connexions. Et voilà, j'avais les thèmes en fait originaux, mais pas forcément le plan général. La troisième histoire, en fait, la troisième partie, c'est l'histoire d'un père qui emmène son fils s'excuser auprès d'un personnage de l'histoire qui est très respecté et même dont on a peur. Et en fait, dans cette partie, il y a toutes les thématiques que j'avais envie de traiter. Mais quand j'ai fini de l'écrire, je me suis rendu compte que je faisais des références à des choses qu'il fallait que j'écrive en fait. Donc c'est comme ça que le livre a fini par s'écrire. Alors ça peut être difficile pour certains. Pour moi, ça a marché comme ça cette première fois d'écrire sans forcément de plan. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Glenn a puisé dans ses souvenirs d'enfance. Il a grandi dans des logements sociaux du nord de l'Angleterre. J'aimerais et de cet abandon politique aussi. À quel moment s'est manifestée cette colère? Parce que sous le prisme d'Hironopolis, il y a cette colère grandissante, cette colère qu'on sent arriver. J'aimerais savoir à partir de quand il a eu cette colère. En ayant vécu cela, à partir de quel âge il a véritablement, entre guillemets, eu cette colère qui est montée en lui. So Glenn, we know that Ionopolis has lots of reference to your youth, and because you experienced the abandoned estate, politically abandoned estates. Could you say when did the first feeling of anger appeared? What age? Because you can feel the anger is throughout the book, but when did you start to feel it yourself? I think, well, when I was younger, like I lived on a council estate, and I think when I got older and moved away and started to talk to other people from different backgrounds, like you learn the term council estate is like a bad, like, oh, you live on a council estate, or it's a derogatory kind of term. So that kind of made me sad, kind of angry. But I really got more angry when I was starting to kind of really research the book, and learning about the true history of how social housing has been destroyed by successive governments. It was my friend, I have a writer friend, who said that in order for her to write, she has to find the anger in something, and then the anger shapes the book. So I think the anger really shaped the book, and the anger became really focused and directed when I started to write the book. But yeah, I think I felt anger most of my adult life, I guess.
because like a place that I grew up on, and I come from a good one of these, a one that still kind of functions. But the idea that, council house or council estate is a derogatory negative term has, made me kind of angry, since I've been an adult, really, for many decades now. Donc effectivement, quand j'étais plus jeune, je vivais dans une cité. En fait, je pense que ça a commencé quand j'ai grandi et que j'ai commencé à partir, rencontrer d'autres personnes avec d'autres vies. Et en fait, je me suis rendu compte que le terme de cité, donc council estate, était mauvais, était péjoratif. On me disait, ah, t'as grandi dans une cité, c'était un peu, voilà, péjoratif. Et du coup, ça m'a vraiment attristée et mise en colère. Et en fait, je suis devenue de plus en plus en colère en écrivant le livre. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des recherches, à m'intéresser à l'histoire du logement social en Angleterre, comment ça a été détruit par des gouvernements, par des politiques successives. Et c'est vraiment en écrivant que la colère a grandi. Et la colère vraiment est dans le livre partout. En fait, c'est vraiment c'est une des directions du livre. Voilà, donc je pense que j'ai été vraiment en colère à peu près toute ma vie d'adulte. Donc ça fait quelques décennies maintenant. Et puis, ce que je rajouterais, c'est qu'en fait, moi, je viens d'une cité qui fonctionne encore, où c'est pas encore une cité détruite, synonyme de pauvreté. Mais le simple fait que le terme de cité soit synonyme de pauvreté et péjoratif me rend vraiment en colère, me met vraiment en colère. Alors justement, je ne savais pas, j'avais pas cette information, mais alors est-ce que Glenn s'engage politiquement pour éviter que cette cité tombe également en désuétude comme d'autres? Est-ce qu'il a aussi dans son roman, est-ce qu'il a une part de nostalgie? J'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de nostalgie dans son roman et j'aimerais qu'il nous parle de peut-être des émotions qu'il a vécues pendant l'écriture. Il était très en colère, mais est-ce que ça a ravivé des souvenirs d'enfance? Comment il a vécu cette expérience si longue? Je ne sais pas pendant combien de temps le livre a été écrit, la durée d'écriture, mais j'imagine plutôt longue vu la teneur et la densité du livre. J'aimerais qu'il nous parle de cela. So first, there's two questions. First, are you engaged politically against the destruction of your old council estate, maybe? And is there any nostalgia in Ionopolis? And what other feelings did you experience during the writing? We understand that the writing must have been really quite long, that you experienced like anger. Did you experience sort of nostalgia, maybe maybe it just reminded you old memories from your childhood? Well, I think for the first question, I'm very, the question of social housing in this country, in every country really, like people having a place to live, which is safe and nice, is like so fundamental. So I'm really like, I follow the sort of different, what's happening with social housing in this country quite closely, and I feel just mostly anger, impotent kind of anger a lot of the time about how badly it's going. So yeah, I guess I'm politically engaged in that respect, and try and vote for people who promise to do things differently. That's as much as I can do, I think. When it comes to nostalgia, strangely, personally, I'm not really a nostalgic person. But
I'm really interested in other people who are nostalgic for them, for estates and where they grew up, and many of the stories in the book uh, have their roots in stories I've been told or stories I've heard, and things that I either experienced personally or heard about. So a lot of my life, I guess, is tied up into the book. Yeah, I sort of feel nostalgia on other people's behalf. That's more important to me, really. I want the book. The book is about other people, many people's lives, and I wanted to reflect that by bringing in many people, and I'm sort of like the orchestrator of that, kind of in the shadows almost, which is kind of how I tend to write best, I think. Donc pour la première question, en fait, oui, en quelque sorte, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe politiquement, aux politiques sociales qui sont menées pour en particulier pour le logement. Je pense que c'est très important, en fait, même dans tous les pays. Tout le monde, en fait, veut vivre dans un endroit propre, dans lequel on se sent en sécurité. Donc c'est fondamental. Donc en fait, ce que je suis, voilà, pas mal ce qui se passe. Et surtout de comment c'est détruit, enfin, ça part toujours. Je veux dire, c'est pas prêt de s'arranger. Pour ce qui concerne la nostalgie, je pense pas être une personne nostalgique, mais je suis intéressée. Au pourquoi les gens sont nostalgiques, à ce qui les rend nostalgiques eux. Donc là où j'ai grandi, j'ai voulu parler des endroits où les gens ont pu vivre. C'est des histoires qu'on m'a racontées ou que j'ai entendues. Et quelques-unes d'entre elles sont des choses que j'ai pu expérimenter personnellement, mais beaucoup, en fait, ce sont des histoires que j'ai pu entendre. Voilà, donc c'est un peu comme si je ressentais la nostalgie pour les autres, à la place des autres. Et je suis un peu comme l'orchestrateur, c'est-à-dire je suis un peu dans l'ombre et voilà, je les fais parler. Une sorte de John Coffey dans la ligne verte. A kind of John Coffey in the Green Line. Pardon? Sorry? Would that be a kind of John Coffey in the Green Line? Yeah, no, yeah, maybe. No, I'm not sure. Yeah, I like I don't know. Yeah, I like to be just sort of bringing everything together, really, and just being in the background kind of thing is my thing. But strangely about the nostalgia, like the estate, like the whole housing estate, which is in the book, which is fictional, I actually drew a huge map, like just with all of the streets and where everybody lives, so I could see it in my head. But it's also at the same time, it's where I grew up, it's my estate, so it's like the two things on top of each other, and it's not quite one thing, it's not quite the other. It's weird. Yeah. Donc je suis pas sûre, mais effectivement j'aime bien rassembler les choses, mais toujours en étant un peu en retrait. Ce qu'il y a d'étrange quand même avec la nostalgie, c'est que en fait, donc la cité que j'ai créée dans Hironopolis est fictionnelle, mais elle est quand même inspirée de la mienne, de celle où j'ai grandi. Et en fait, j'ai dessiné une grande carte avec toutes les rues où les gens vivaient. Et c'est ma cité, et en même temps, elle est inventée. Enfin, c'est un peu étrange. C'est l'une sur l'autre. C'est un peu étrange. Je disais ça évidemment parce qu'on a l'impression que Glenn prend tout le malheur des autres pour ensuite le ressortir et le ressortir avec un côté fantastique, un côté différent de ce qu'on peut lire d'habitude.
On parlera tout à l'heure du côté du choix de la fiction et non pas du documentaire, ou en tout cas de la non-fiction. Euh, Est-ce que je peux ajouter juste quelque chose qui me paraît important, c'est vrai que il y a cette question quand même du logement social qui est très présent de cette question politique, comme l'a raconté Glenn. Mais nous, ce qui nous a vraiment frappé, et Claire nous en avait parlé quand elle nous a présenté le livre, c'est à aucun moment on est dans une ambiance. Par exemple, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une ressortie d'un film de Gary Oldman, qui est un acteur anglais absolument incroyable, qui a fait un seul film qui s'appelle Ne pas avaler, qui parle des banlieues. Et c'est un film très intéressant, mais c'est un film très dur, c'est un film qui est très misérabiliste, il y a beaucoup de violence, beaucoup de haine. Et nous, ce qui nous a beaucoup surpris quand on a lu le livre de Glenn, c'est aussi à quel point c'est un livre qui déborde de vie. Et ce qui est touchant aussi, c'est de voir dans la façon dont Glenn a construit son livre, de parler d'un sujet aussi sensible et aussi dur, où on a lu plein de choses qui sont parfois voilà, qui sont totalement noires, qui sont totalement sombres. C'est un récit qui déborde de vie et qui déborde en fait de gens qui essayent de, malgré tout ce qui se passe autour d'eux, de vivre malgré tout. Et je trouve que c'est ce qui est très fort dans ce livre, c'est comment, quand vous avez toutes les conditions autour de vous pour sombrer, vous arrivez malgré tout à avoir une sorte de jaillissement de vie qui fait que bah, voilà, il faut survivre, il faut essayer de faire quelque chose. Et je trouve que c'est ce qui est très fort quand même dans la lecture d'Ironopolis, c'est cette vie qui déborde de partout, quoi, dans toutes les histoires. On est attaché aux personnages, on a envie de les suivre, on croit en eux. Il y a vraiment quelque chose de très touchant dans les histoires qui traversent le texte. et tu as raison. Alors évidemment, j'allais y venir. On a débuté par le noir, évidemment, au départ, bien sûr, Mais mais tu as raison. je me rappelle aussi, et peut-être Claire, tu peux traduire, quand on discutait un peu avec Glenn de la couverture, il me disait ça, cette importance quand même aussi d'un livre où il est question de gens qui essaient, c'est pas simplement des gens qui luttent pour vivre, c'est des gens qui veulent vivre. Et ça, c'est important, je trouve, dans le texte. C'est vraiment un texte sur comment faire pour vivre et pour croire encore à la vie. Et ça, je trouve ça fascinant dans son livre. C'est une sorte de matière vivante, clairement, et notamment par le travail éditorial aussi que vous avez fait. On en parlera évidemment après avec toutes ces multiplications de petites choses qui font que le livre est extrêmement vivant. Mais tu as raison de préciser qu'il est extrêmement tendre. Tous les personnages sont d'une tendresse folle. Et Mais dans que un contexte traduise peut-être, compliqué, oui, pardon, vous voulez Claire. que vous voulez que je traduise peut-être ce Oui, qu'on... bien sûr, Peut-être, on ouais, s'est si on veut. emballé, on s'est emballé, pardon. No, yeah, but um, um, so Eve was just adding about the question of socializing and the problem of socializing. He says that in the book there's no how can I say that? It's a you talk yeah okay sorry. Pardon, je vais y arriver. Oh, vous avez parlé tout ça, je suis perdue. On peut lui poser la question tout simplement, peut-être Claire, de pourquoi avoir mis autant de lumière dans un livre aussi sombre? Okay. Okay, so what I'm just gonna sum up. Okay, so Eve was saying that the book is like really full of life. It's not at all hard or difficult. I mean, there are like difficult parts or like depressing. depressing things. But, I mean, basically, people are full of life. They're not just struggling for life. They just want life. They just want to live. Sorry. Mm. So, how did you manage to do that to bring some light into the book? Yeah, well, depressing. no, I totally understand. Yeah, that was the most important thing, because the book is like, I am a working class. I came from working class background where writing novels or being a writer is just not something people do, and I managed to do it. So I wanted to write a book about working class life, and there is not so many working class novels, or the ones that are written are often for middle class kind of audiences. So they have to have certain stereotypes, everybody's miserable, everybody's on drugs, they don't have a job, they're all fucking fighting each other and being drunk and stuff. Which isn't, there's bits of that going on, but you also have upper class
drug addicts as well, unemployed. But I wanted to stay away from all of those stereotypes. I wanted to show the, the people I grew up with and the people I knew, and they're funny people, fucking funny people, and like full of life and kind, and they like you said, Claire, they just want to live, and I wanted to show people all of their sides, and that was the most important thing. And to do that, you can be funny, there's funny scenes, there's moments of kindness, there's real. I tried to have real characters. I didn't want stereotypes that conformed to how working class people have been depicted in books, but also on television, in films as well. This miserable, unending misery, which is not true. So yeah, that was the thing I wanted to get across more than anything. And yeah, I'm glad Yves and everyone at TFON saw that too. Donc c'est effectivement là, c'est ce qui était le plus important pour moi. C'était, enfin moi je viens donc de la classe ouvrière et donc je suis écrivain. J'ai réussi à être écrivain, mais c'est pas du tout quelque chose d'évident dans mon milieu. Et donc je l'ai fait comme d'autres, mais souvent en fait la classe ouvrière elle est peinte de manière très, elle est souvent décrite pour la classe, pour la middle class, pour la classe bourgeoise, voilà. Et souvent, il y a beaucoup de stéréotypes. Bon, voilà, les jeunes se droguent, se battent entre eux, ils sont complètement misérables. Ça arrive, voilà, ça arrive, mais je voulais aussi parler de moi, ce que j'ai connu. Et voilà, c'est d'aller, surtout d'essayer le plus possible de m'éloigner des stéréotypes. Et les gens avec qui j'ai grandi, sont pleins de vie. Ils sont même drôles. Et j'ai voulu montrer tous ces côtés, en fait. Et il y a des scènes plutôt drôles dans le roman aussi. Il y a cette douceur, il y a, voilà, j'ai voulu vraiment créer des personnages inspirés de la réalité. Et surtout aller à l'encontre de comment la classe ouvrière peut être décrite, que ce soit dans les livres, mais aussi dans les films ou ailleurs. Voilà, avec cette espèce de misérabilisme, comme disait Yves, et ce que je ne trouve, c'est pas vrai en fait. Voilà, je suis très content en fait que la question soit posée et qu'on l'ait remarqué. Et en effet, l'humour est important parce que c'est un humour so british, une fois de plus, des petites touches de temps en temps, sans forcer le trait, sans jamais exagérer, un petit peu de sarcasme ici ou là. Et ça, c'est une fois de plus très fort. On a l'impression que ce livre, il y a un petit peu toute la littérature dedans, et c'est ça qui est très fort. Mais je vais passer la parole à Sandra avant de continuer. Bonsoir tout le monde, bonsoir Claire, Glenn et Yves. Tout à l'heure, Glenn, vous disiez avoir dessiné, avoir créé le plan de votre cité. Dernièrement, Vlil a reçu un auteur qui avait fourni dans son roman, au début de son roman, le plan d'un certain milieu. Je me dis que finalement, pourquoi ne pas avoir intégré ce plan? Alors c'est aussi une question pour Yves, hein, Glenn et Yves à la fois. Parce que finalement, c'est tout un milieu que vous décrivez. Enfin, je trouve que ça aurait été approprié, mais à la fois, sans doute que vous avez cherché à aller capter l'imaginaire de votre lecteur aussi à travers les histoires que vous avez complètement intégrées dans votre roman. Voilà. Et puis, merci pour ce roman qui est captivant. Je suis en pleine lecture. Voilà, j'en profite parce que c'est génial. Sandra voulait une centaine de pages de plus. Voilà, c'est tout. So Glenn, you said earlier that you actually draw the map of the estate. J'ai pas très bien compris de qui vous parliez par rapport à l'auteur qui a reçu un roman où il y avait... Non, en fait, Vlil a reçu un auteur français, Antoine Filias, et au début de son roman, il y a le plan
des lieux de son roman, voilà. Et alors pour lui, pour Antoine Filias, c'était un hommage à Tolkien. Donc c'est peut-être aussi la question qu'on peut poser à Glenn. Est-ce qu'un plan n'aurait pas, je sais pas, aussi pu être un hommage à Tolkien, parce que c'est aussi, enfin ça relie aussi des romans d'une certaine ampleur comme ceux de Tolkien. Okay. So yes, so Glenn, you said earlier that you draw the map of the estates, and she would like to know. Recently, Vlil received an author in French author who included a map in his book, in the beginning of the book, I believe, and it was sort of an homage to Tolkien. And she would like to know why you did you think about include the map, or why didn't you? And it's also a question to Eve, maybe. And also thank you very much, because she's reading the book now currently, and she find it really really captivating. So thank you. Oh, well, that's really nice to hear. Thank you, Sandra. Also, the room that you're in is incredible. Those bookshelves. That's beautiful. The map was, so I did think about the map and maybe including it. But I don't know. So I wanted the book to be, I wanted for people to feel kind of maybe a little bit lost in the huge nature of the estate, and also to learn the streets and learn the geography of the book by repetition, by what people said in the book, which is kind of maybe how you learn new places yourself. The book is all about, the book is the same location told in 3 generations. So we keep coming back to the same locations, but each time they have different, we've learned more about them. They have different memories and associations attached to them. So hopefully how you feel about these places changes every time you come back. And I wanted that to be how you learned the geography of the place, rather than, so I've read so many books where there is a map at the front, and you always find yourself flicking back to the beginning to look at the map, and it takes you out of the story. So yeah, I wanted people to learn almost through their memories and emotions of the places, rather than the physical description of the map. Also, my drawings are pretty bad, so that too. Donc merci beaucoup pour ce que vous venez de dire. D'ailleurs, vous êtes dans un endroit absolument magnifique là, avec les étagères. C'est ce que dit Glenn. J'ai effectivement pensé à inclure une carte dans le livre, mais en fait, je crois que j'avais envie que les lecteurs se sentent un peu perdus par la nature grandiose de cette cité. Et donc je voulais qu'ils apprennent le nom des rues, la géographie du livre par la répétition. Parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on apprend nous-mêmes à se repérer comme ça voilà. Et donc en fait on suit exactement, enfin le livre, et on est toujours dans le même endroit sur 3 générations. Mais voilà, on en apprend à chaque fois un peu plus. Il y a des souvenirs qui viennent donner encore plus de détails. Et j'avais envie, voilà, qu'on apprenne la géographie du livre comme ça. Moi, d'ailleurs, j'ai lu pas mal de livres où voilà, on a des cartes à l'intérieur, et souvent, en fait, on s'en trouve un peu extrait de l'histoire, parce qu'on se retrouve toujours à lire un peu au début. Enfin, je trouve en tout cas, et du coup, voilà, je voulais pas faire ça comme ça, et je voulais qu'on apprenne la géographie aussi avec les émotions qui se dégagent des endroits, et les souvenirs qui y sont décrits. Et aussi, mon coup de crayon est pas très bon, donc ça aurait pas été chouette. Mais c'est drôle que tu remarques ça, Sandra, parce que dans le livre, il y a un personnage qui dessine des cartes. Tu verras, sur les souterrains. Et c'est vrai que
Ce que dit Glenn, effectivement, nous, qui nous a beaucoup aussi touché quand on a lu le livre, mais surtout qui est devenu, qui est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus direct grâce à la traduction de Claire, c'est aussi la question, effectivement, de la géographie des lieux, où parfois on est dans la banlieue, mais on a presque aussi l'impression, des fois, d'être en pleine nature. Notamment cette scène avec le puits, des fois, alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai lu pas mal de littérature japonaise, mais dans ma tête, j'avais vraiment l'image du puits mince, j'ai oublié le nom là d'un coup, de la figure de film d'horreur japonais le plus extrêmement connu, Ah oui, créature qui sort d'un puits. Bon, bref, ce que je voulais dire sur la géographie des lieux, c'est que ce qui est très surprenant dans le livre, effectivement, comme disait Glenn, on se perd, mais surtout aussi, on se rend très vite compte aussi de l'impact de l'homme sur ces constructions architecturales qui au final a été des zones en friche, où c'était des zones aussi où la nature était là. Et dans le livre, on sent que la nature, elle est présente et que la nature, elle pourra à un moment aussi ronger ces bâtiments-là. Et c'est ce qui aussi, je trouve, très fort dans le texte et qui donne de l'étrangeté, en plus de la créature dont on parlera tout à l'heure, j'imagine. Mais c'est cette nature qui est omniprésente et qui est comme... voilà, comme si elle pouvait être présente si l'homme n'avait pas construit ces grands ensembles, et en même temps, elle pourrait aussi dévorer comme ces bâtiments dévorent les âmes de ces gens qui habitent ici. Koi Suzuki, dont tu parlais? Oui, voilà, ouais. Oui. Ok. Suzuki, je note. That's interesting that you, because there's an actual character in the book who draw maps. So you can discover that after. There's another thing that really touched us or moved us when we read the book and about the geography of the book is the nature. There are scenes you're in concrete and suddenly you're in a complete nature, especially with the scenes with the world. And you said it reminds him of Japanese literature or Japanese movie. You said, tu as dit, je me souviens plus déjà. It's a very famous movie. I don't remember. Okay. And you feel lost, and at the same time, you kind of realize that nature could devour you the same that the buildings are actually devouring people. La nature intervient d'ailleurs directement sur la couverture, hein. Which is very well represented by the cover, for instance, in the French cover. So we sort of feel that this nature add to the weirdness, to the fantastic sort of thing. Yes, at the same time as the buildings devour people. Yeah. I mean, I think, Ionopolis is an industrial city and it destroyed sort of nature. I think there's no other way to say that. The river Tees and all of the rivers that went through industrial cities that produced heavy industry, they were all dead for decades and decades. They're just full of poisons. And we destroyed beaches and we destroyed woodland to build factories and to build homes. And I like the idea. I wanted the idea as the government and as other parts of society abandoned this housing estate and these factories, that nature is waiting to come back and take it back. So I wanted the location of the book to represent that kind of transition period where the cement and the buildings are starting to break down and the plants are starting to come back. Throughout the book, there is a problem with this stuff in this country called Japanese knotweed, which is an invasive plant that somebody brought over in the 19th century because they thought it looked pretty in parks. But because it was kept in check in Japan by a certain kind of fungus that killed, but that fungus is not in this country. So this stuff is everywhere now. And I wanted these giant forests of this stuff to be closing in. And I think, it was really important to me that
And I think also nature is kind of represented by the character of Peg. Paula, the witch who lives in the river, is a big part of folklore. Folklore, of course, is tied to nature in, it's like folklore and nature like this, so all of that really ties in. Alors c'est vrai que Hironopolis, en fait, comme beaucoup de villes industrielles, ont complètement détruit les zones naturelles. Par exemple, Hironopolis, c'est situé au niveau de la rivière qu'on appelle la Tees. Et en fait, toutes les rivières dans les lieux où il y a eu de l'industrie lourde, hein, de fer, d'acier, etc., en fait, elles ont toutes été asséchées et où elles sont complètement pleines de poison, enfin empoisonnées. On a aussi détruit des forêts, des plages pour construire des usines. Et en fait, maintenant que les gouvernements abandonnent petit à petit ces lieux, j'avais envie d'écrire sur cette nature qui attend pour reprendre un peu ses droits. Et c'est sur ce moment en fait de transition entre, voilà, on voit le ciment, les bâtiments s'effondrer petit à petit, craqueler petit à petit, et puis les plantes qui viennent pour reprendre la place en fait. Aussi, il y a cette chose horrible, en fait, c'est le Japanese knotweed qui a été introduite en fait au 19e siècle en Angleterre. Parce qu'on pensait que c'était joli dans les parcs, sauf qu'en fait, il n'y a pas du tout la plante qui tue cette plante. Enfin, je veux dire, donc en fait, elle est partout. Et j'avais envie qu'il y ait cette forêt géante de ces herbes hautes là, et qui se renferme, qui enserre en fait la ville, la cité. Et la nature aussi se reflète, j'imagine qu'on va en parler ensuite, en la personne ou le personnage de Peg Poller, qui est issu du folklore. Et le folklore, en fait, c'est toujours un peu lié avec la notion de nature, avec la nature. Je ne sais pas quand finira cette rencontre, mais j'ai encore 2000 questions, ça va être très compliqué. On va faire une petite photo avant de passer la parole à Jennifer. Voilà, préparez-vous, ceux qui ont le Just livre. gonna do a little picture, Glenn. Ah, Parfait, c'est bon, merci. Jennifer, c'est à toi. Bonsoir. Moi, alors, je l'ai pas terminé non plus à mon grand désespoir parce que il est drôlement prenant et je suis dérangée sans arrêt, donc j'arrive pas à le finir et ça m'énerve. Mais voilà, je trouve que c'est une lecture qui est extrêmement immersive et c'est lié, je pense, à tous les types de narration. Ça commence sur un style un peu épistolaire et puis après ça change sans arrêt. Et du coup, je trouve ça vraiment impressionnant en termes d'écriture et vraiment immersif, hein, je me répète, mais c'est vraiment l'impression que ça fait. On a l'impression d'une expérience. Et du coup, comment vous avez fait pour gérer toutes ces narrations et puis pour avoir cette idée que je trouve absolument géniale? So Jennifer said she's not yet finished the book, even though she would have liked to, and there's always someone to disturb her while she reads. She really thank you, and she finds that the reading of the book is really immersive, and that's probably linked to the fact that you decided to tell the story with different literary forms. There are different narrations, different types of narration in the book, and this is this is an experience to read it. How did you manage the different type of narrations altogether, and how did you come up with the idea? Well, first of all, I think a huge reason why Jennifer feels so invested in the book is down to your translation, Claire, which, so thank you again for that, because you work so hard on that, I know. But also, I think the different kind of styles, like the letters and the recordings, and some of it kind of takes place
the second part is mostly somebody's thoughts, I think. I wanted to do those just to make things, just to kind of make things different as you go through, but also to represent. The book is about like a chorus of different people's different experiences, and people communicate differently, you know. So I wanted to represent the different ways, the characters' different situations, and how they communicate. So one person is sort of writing letters, because, and another person is doing recordings because, you know, these people don't write letters, you know. So I wanted to represent the many different ways that people communicate. I wanted the book to be like a kind of stitched together from these different ways of speaking, because that's how society is, isn't it? I suppose everybody's stitched together with their own different ways of communicating, and I thought, yeah, it made sense to represent the book like that. Also, towards the end, I don't want to spoil the end, but there's a sort of meta reason for that. Yeah. What was the last word? Sorry. Like a meta reason. So there's a reason, a character, so Okay. a twist why it's like that too. Yes, okay. Thank you. Donc d'abord, Gled disait que voilà, il est content que le livre puisse être traduit, que vous puissiez le lire, et donc merci pour les commentaires. Il dit aussi qu'en fait, il y a donc différents styles narratifs. Par exemple, il y a des passages enregistrés ou des retranscriptions d'enregistrements. Dans la deuxième partie, c'est principalement les pensées du personnage. J'avais envie de faire des choses différemment, de représenter en fait comme c'est un peu comme un roman choral, comme un ensemble de voix. Et c'est aussi comment les gens en fait communiquent, tout simplement. Les gens communiquent différemment. Et donc chaque situation en fait correspond à cette manière de communiquer. Donc voilà, la première personne peut parler par lettres, et d'autres personnes parler par enregistrement, enfin faire des enregistrements, parce que ces personnes-là n'écrivent pas des lettres, c'est pas leur genre. Il y a vraiment différentes façons pour les gens de communiquer. On est tous ensemble, mais on communique tous différemment. Et donc j'avais envie de représenter ça dans le livre. Et en fait, sans spoiler la fin, il y a quand même une raison à tout ça, qui finit par être plus ou moins explicite. Et au-delà de ça, au-delà de ces différents styles, il y a aussi cette différence de travail éditorial qui est monumentale. Et j'imagine que Yves, alors je ne sais pas si le livre originel en anglais est formé de la même manière, tu vas pouvoir nous répondre Yves tout à l'heure, mais il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des mots soulignés, il y a des mots en gras, il y a des notes de bas de page qui font peut-être, entre guillemets, le pont avec la fameuse non-fiction dont je parlais tout à l'heure. Il y a des échos, des mots en écho, des mots un petit peu ici ou là dans chaque page parfois. Il y a un panel assez incroyable de choses qu'on ne voit pas généralement dans un roman. J'aimerais que tu nous parles de ce travail-là, Yves. Est-ce que c'était déjà d'origine? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? On sait que les économies anglaises et françaises du livre sont peut-être différentes aussi de manière budgétaire. Ça représente un immense travail, surtout pour une maison comme le Typhon. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de ce travail-là en profondeur? Oui, bien sûr. Non, Est-ce que tu veux que je traduise juste la question, ou je traduirai la question puis la réponse? Peut-être ça serait plus simple. Je me suis répondu. C'est bon. Non, évidemment que quand on travaille sur la littérature étrangère, nous en France, on fait ce qui a été fait en Angleterre. C'est-à-dire que le livre de Glenn en Angleterre, c'est avec les mêmes. Vous verrez quand vous aurez le livre, c'est avec les mêmes choses, les mêmes expériences typographiques à l'intérieur du livre, effectivement, où il y a pas mal de moments où ça change avec des typos différentes, avec aussi des moments où les personnages hurlent, avec des compositions typographiques un peu différentes. Mais c'est quelque chose qui nous a assez séduit d'ailleurs quand on a découvert le texte grâce à Claire, c'est effectivement cette expérimentation au niveau de la typographie. Et je crois que Glenn a été assez sensible aussi à ça. Je crois qu'il a fait pas mal de recherches aussi pour justement que ça colle bien, cette typographie-là, aux personnages
qu'il a créé dans son livre. Mais effectivement, c'est une question qu'on s'est posée quand on a eu le projet par Claire, parce que c'est un livre à somme qui fait quand même plus de 500 pages. On s'est dit, bon, voilà, c'est quand même, la mise en page est aussi très aérée. Je trouve que c'est bien aussi parce que ça donne quelque chose comme ça, du souffle qui est présent dans le roman. Mais en tout cas, je sais que pour notre metteur en page, il y a des parties qui ont été vraiment très, très, très prises de tête à mettre en page, notamment la partie où il y a, Glenn en parlait, des enregistrements, une sorte d'interview, et il y a des notes de bas de page de la personne qui interviewe, qui commente son propre interview. Mais ça donne un côté aussi très, très rigolo aussi au texte quand on le lit, parce que on se dit, bah, est-ce qu'on lit les notes de bas de page? En même temps, quand on lit les notes de bas de page, ça donne un côté aussi, euh, oui, comme tu disais tout à l'heure, un ton un peu humoristique et sarcastique au texte. Il y a plein de petites trouvailles comme ça qui passent par des expériences typographiques. On a trouvé ça, bah, nous qui sommes très sensibles à ça, à la typographie, à la façon de faire les livres, en ayant quand même une façon de voir notre travail très artisanal. Ça nous a quand même, on s'est dit, c'est un sacré défi, quoi. C'est un sacré défi de la traduction. On en parlait tout à l'heure avec Claire, et c'est un sacré défi aussi de la conception du livre. So Anthony was saying that with the different styles and different types of nations, there's also a very huge edit work with the bold characters, words with sort of echo and capital letters that go up, that grow and grow and grow. And he was asking, it also links to maybe to the non-fiction, a non-fiction kind of novel. And he was saying, how did the Éditions du Typhon work with that? Did they do the same thing as the English book? Which Yves said that yes, obviously when we work on a foreign book, we do exactly the same, which wasn't really easy, but this is something that seduced them, the experience, the typographical experience of the book. And this was a huge project, the huge book, 500 pages, and the edit was challenging. And for instance, he was talking about the transcription, and you have like footnotes which add to the humoristic tone as well of the book. So yes, he was saying basically that it was a challenge, but he really enjoyed it, I think. Yeah, well, I just want to say again, like to Yves and everyone at Typhon and Claire, thank you for all of the work that you put in. It's like the physical object of the book that you have made is beautiful, and there's so much care, and all of the horrible things that I made you do, like in terms of how I wrote that book, like you did it all, and it's so beautiful, and thank you all for that. And yeah, I'm just really grateful for that. Yeah, and I realize it's not difficult. It was a big book with lots of footnotes and crazy letters, and you did it really well. And yeah, thank you. Glenn remercie notamment Yves parce que voilà, des fois je parle à la troisième personne, des fois à la première personne, je suis un peu perdue, je suis désolée, c'est la première fois que je fais de l'interprétation, c'est pour ça. Donc il dit voilà qu'il nous remercie, et puis qu'il trouve que vraiment l'objet est beau, qu'il a été fait avec attention, et qu'il est vraiment, enfin voilà, qu'il nous remercie, et puis qu'il remercie les Éditions du Typhon pour toutes ces choses horribles qu'il a dû faire à l'éditeur en écrivant ce livre. Mais pourquoi, Glenn, tu as eu cette envie de jouer comme ça avec la typographie? Why, Glenn, did you want to play with typography in the first place? Again, I think because it fits with the theme of different ways that people communicate, and it allows you to have different access to a character. Like, for example, in the second part, the typography, this is my copy, so
the typography towards the end, it goes kind of like this sort of thing. Yeah, like this, because it's kind of representing somebody's, well, you don't really know, somebody's not just disintegrating mind, but maybe they are disintegrating from planet Earth. They might be in a completely different dimension at this point. That's up to the reader. So it kind of was beautiful, I thought, like to kind of end like this, to somebody's sort of final thoughts sort of disintegrating like that. But later with the footnotes, there's so much kind of like humor or something you can have, or different insights. So when you're writing a story, like you have to be careful, you have to be very specific about what you want your characters to say in order for a narrative to move forward. But when you have footnotes, you can do so many things. You can step back and have a different view of that scene, or like there's so much scope for fun and dramatic irony and playfulness, and to say one thing on the page and then something in the footnotes that completely changes what you've just read. And doing that kind of deepens character. So I wanted to take as many opportunities to play with typography as I could. I'm really, this slightly longer answer, but I'm really experimental kind of writers, or writers that play with typography. I've been reading them for years, and I wanted to do something similar to that. Footnotes, I guess David Foster Wallace I like him too. He does footnotes. I wanted to try, and it all serves the book. I think it makes it richer. Donc encore une fois, je pense que ça a à voir avec le fait qu'on s'exprime tous un peu différemment et que ça peut représenter ça. Ça permet aussi d'avoir accès à quelque chose de différent sur les personnages. Par exemple, dans la deuxième partie, on a montré là avec nos pages, en fait, on voit le texte se désintégrer. Et ça c'est en parallèle un peu avec comment le personnage s'exprime et comment ses pensées en fait finissent un peu par divaguer. Ça nous met un peu dans une autre dimension. Et je trouvais ça aussi tout simplement beau de finir comme ça, en fait, de finir le texte de cette manière. Je leur montre en français, mais ça donne ça à peu près. Et aussi par rapport aux notes de bas de page, en fait, c'est assez chouette parce qu'en fait, ça nous permet beaucoup d'humour. C'est-à-dire que d'abord, ça nous donne une appréciation un peu différente de chaque scène, mais ça nous permet aussi de revenir sur une scène, de la décrire d'une autre façon. En fait, c'est juste assez fun en fait de travailler avec ça. Ça rajoute aussi l'ironie dramatique, hein, tu dis. On pourrait dire le personnage peut dire une chose sur une page et puis en fait dire complètement autre chose après, se rétracter. Voilà, donc c'est aussi, je lis beaucoup d'écrivains qui sont un peu expérimentaux, qui travaillent avec cette manière-là d'écrire, et j'avais envie d'essayer. Et les notes de bas de page, c'est vraiment, ça permet vraiment vraiment autre chose. Vraiment, de rendre aussi l'histoire et les personnages plus riches. Riche et cinématographique, c'est évident qu'on pense beaucoup au cinéma quand on lit ce roman, Glenn. Et un personnage qui est évidemment cinématographique, c'est Peg Powler, cette sorcière, cette vieille sorcière du folklore anglais, qui a entre guillemets une sorte de mémoire collective, de liant entre tous les personnages, de liant dans cette mémoire d'Aeronopolis. J'aimerais que Glenn nous parle de cette sorcière. Enfin, en tout cas, moi, je ne la connaissais évidemment pas. J'imagine qu'en France, on la connaît très peu, voire pas du tout. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Glenn, pour le nord de l'Angleterre? We think a lot of cinema while reading the book, and part of this is the character of Peg Powler.
is really cinematographic, and she's from English folklore, we understand, and really tie all the characters together. She's this witch we don't know about in France. Is she popular in England, or maybe specifically in the north of England? And what does she represent to you in the book, or in general? Yeah, well, she's not popular. So the River Tees, which is the river that goes through Middlesbrough, which is the river that my fictional estate is close to. People from Middlesbrough and that area, some of them know her. I've had messages from people saying, "Oh shit, I remember like my mother scaring me with that story when I was a kid, and I've forgotten about her until now." I think probably like in France, every river or every location has its own folklore sort of witch or monster, and this is the one that is from Teesside. So yeah, nobody really knows about her unless they come from there. I wanted to have her in. I started to write the book. When I started, it was a social realist book, you know. It was about social housing, it was about poverty, it was about politics. But then I learned about Peg. So I grew up like 30, maybe, 35 kilometers north of this place, and I'd never heard of her. That's how, so she's not famous. But then I learned about Peg, and I just had to put her in, like having a folklore witch that there are references going back hundreds of years and drawings of her going back hundreds of years. So having her in this social realist book created this strange tension. And I think as soon as I put her in, the book came alive. What she means to me is going back to a question about, you were saying before about nature, and I was saying about folklore. Is this okay, Claire? Oh yeah, go on. Okay, yeah. Well, do you wanna say the first part and then I'll. Ok. Donc non, elle est pas forcément populaire non plus en Angleterre. En fait, c'est vraiment, elle appartient au folklore vraiment autour de la rivière Tees qui passe par Middlesbrough. Mais et dans la cité, la cité que je décris en fait est située. Il y a certaines personnes de Middlesbrough qui la connaissent. Par exemple, il y a des gens qui m'ont dit après avoir lu le livre, par exemple, oh là, cette histoire, je m'en souvenais plus, mais ma mère me racontait ça pour me faire peur quand j'étais petit. Donc voilà, ça a pu rappeler ça. En France, j'imagine que chaque rivière, chaque endroit peut avoir son monstre ou sa sorcière selon l'endroit où vous vous situez. En fait, quand j'ai commencé à écrire le livre, c'était vraiment un livre de réalisme social. Ça parlait de politique, de problèmes de logement social, de la pauvreté. Et puis j'ai découvert Peg. Et moi, j'ai grandi à 35 km au nord de l'endroit où est situé le livre. Et en fait, donc c'est pour dire, elle était vraiment pas, elle n'est pas aussi connue. Mais voilà, quand j'ai découvert ce personnage, il a fallu absolument que je l'inclue dans le livre. Voilà, ce personnage de folklore qui est présent depuis des centaines, depuis vraiment des années. Et en fait, dès que je l'ai inclus dans le livre, c'est comme si le livre avait pris vie. Et là, il s'apprête à parler de nature. You can go on now. So, what does it mean to you, Okay. nature? So it's yeah. So she goes to the heart of the book because she has lived in this river for hundreds of years, and working class people, they did not tend to leave the area they grew up in. So they are the people who learned about the story of Peg Powler. They passed the story down to their children passed the story down to their children. So in that way, Peg Powler stays alive. But now, in the time of the book,
in the towards the 1970s, 1980s, 1990s, into the 2000s, where the book is set. For the first time, the social housing is being destroyed. These communities are being moved, split apart, and being moved to everywhere. So for the first time, these communities that passed down the story of Peg, they no longer exist. Their social history, their communal history, and their folklore is being destroyed alongside their homes. So for the first time, Peg is in danger of ceasing to exist, really. And you see that Peg becomes more and more of a character through the book. She might start off scary, but she becomes almost a tragic figure for that reason. So Peg Parler is a symbol of folk, like community, intergenerational community, which is being threatened by the political and social pressures from outside. So yeah, she's works as a kind of scary thing, but there's a deeper symbolism there to me. En fait, en fait, le personnage de Peg Parler est vraiment au centre du livre. Elle a vécu dans cette rivière pendant des centaines d'années, et la classe ouvrière qui a fini par être installée là, en fait, a appris cette histoire et l'a passée à ses enfants, qui eux-mêmes l'auront passée à leurs enfants. Et c'est de cette manière que Peg reste en vie. Sauf que arrivent les années 70, 80, 90 jusqu'aux années 2000, la période du livre. Et en fait, bah, les politiques de logement social, les politiques détruisent complètement les logements sociaux. Les communautés sont éparpillées, divisées, et c'était ces communautés-là qui racontaient l'histoire de Peg, en fait. Et donc, pour la première fois, Peg Parler est en danger. Elle est prête de cesser d'exister, en fait. Et en fait, le personnage au début commence comme voilà, une histoire peut-être un peu d'horreur, mais en fait, elle devient de plus en plus un personnage avec vraiment ça devient vraiment un personnage tragique, une figure tragique du livre, du roman. Et c'est pour moi un symbole de la communauté, de comment ces communautés sont menacées par les différentes politiques sociales qui sont menées en Angleterre. Et voilà, ça a pu commencer par quelque chose d'effrayant, mais en fait, pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Toujours étonné quand les écrivains étrangers parlent de leurs influences littéraires. À chaque fois, il y a un auteur français. Et pour vous, Glenn, c'est Georges Perec. Ça prouve à quel point vous êtes un fin lecteur, et surtout que la littérature française est traduite partout dans le monde et de qualité. Mais c'est toujours surprenant. J'aimerais qu'il nous parle de cette influence, que ce soit Georges Perec, ou j'ai cru comprendre que les Jeunes hommes en colère, qui est la spécialité des éditions du Typhon, font partie de ces auteurs-là qu'il apprécie et qui l'ont peut-être influencé. Et j'ai vu passer notamment certains auteurs que je ne connaissais pas, comme Beryl Benbridge. J'aimerais qu'il nous parle de deux auteurs, et on va espérer qu'ils soient traduits en français pour pouvoir les lire pour beaucoup. Un ou deux auteurs qui ne sont que peu connus, mais qu'il apprécie particulièrement. So, Glenn, you're always surprised when foreigners know or are influenced, or when they talk about the influences, literary influences. And there's always a French author in it. For you, it's Georges Perec. There's also an influence led by the Angry Young Men, which is becoming a specialty of the Edition du Typhon. We also see that you like, excuse-moi Anthony, tu as dit Benbridge. Beryl Benbridge.
Could you talk about one or two writers that you like that are not so much not famous? Sure. I try and think about. There's a writer called Kamia Grudova. She writes these very strange kind of short stories or long short stories, where I find it very inspiring that. So in my book, there is references to, different events and different people. So it connects, things connect emotionally and narratively. But in her book stories, all of her stories connect just with objects and images. And these objects are always very strange, like a tin of meat, for example. There's always a tin of meat in her stories, or like a shoe without any laces in it. And you don't ever know why these objects always appear in all of these stories. So she's very inspiring to me in just how to create emotional resonance and tie things together in ways that you don't necessarily, that other people don't do, so she's great. Who else? There's a novelist that nobody knows. She's she's from Leeds, actually. So I think Kamia Grudova is Latin American. But there's another woman called Lettice Cooper, who used to write in the 1930s in Leeds. And yeah, nobody's ever heard of her. But she writes the kind of social realist book that Ionopolis was before Peg Paula. Just people, stories about people of different classes, often working classes, just living their lives. And again, she approaches them with such humility and warmth. So yeah, she's great too. Lettice Cooper. Lettice Cooper. Oh, Lettice Cooper. Yeah, okay. Lettice. Lettice, ok, thank you. Donc il y a d'abord Kamia Grudova, oh, sorry for the accent, pardon pour l'accent, qui écrit des nouvelles assez étranges, assez étonnantes, et je m'en suis pas mal inspirée. Moi, j'écris, voilà, il y a différents événements dans le livre, et c'est comment tout ça peut se connecter émotionnellement parlant. Et dans ces histoires à elle, en fait, il y a toujours des connexions avec des objets. Par exemple, il y a toujours une canette de viande, une boîte de viande, ou une chaussure sans lacet. Enfin, on ne sait jamais trop pourquoi, mais elle arrive à créer cette espèce de résonance émotionnelle. Et ça, je trouve ça intéressant de comment on peut relier les choses d'une manière toujours peut-être un peu originale. L'autre auteur dont je parle, c'est donc une écrivaine qui vient de Leeds. Ça se situe aussi dans le nord de l'Angleterre. C'est donc Lettice Cooper, qui a écrit dans les années 80 des nouvelles, des romans de réalisme social, un peu comme ce qui était supposé être Ionopolis au départ. Voilà, elle décrit la classe ouvrière vraiment avec beaucoup de chaleur, et voilà. Et Yves est en train de noter certains noms, sait-on jamais. Yves is writing the names. Ah, Okay. Est-ce que vous pourriez nous lire un premier extrait, Glenn? Et je ne sais pas qui va le lire en français, si c'est Yves ou Claire. Je ne sais pas. Claire? Oui, ok. Would you like to read the passage? Sure. Do you want to go first or me? I'll go first. I think that would be nicer. You will. No, you can go first. Oh, okay. So I tell you what, I'll just read the little introduction that I sent you. Just Yes, right. all right. So I'll just read the introduction. So this section is from the first part of the book.
it's 1991, and Jean Barr is writing letters to Stefan, an art dealer that she's never met. Stefan wants to know about Jean's childhood friend, Una, who is like an outsider artist who disappeared in mysterious circumstances, and her work is currently being kind of like rediscovered by the London art scene. So in this scene, Jean is remembering an example of Una's rebellious nature when they were both girls in the late 1950s. Okay, so all right. To the north of the estate, there is a patch of woodland through which the Cong Burn used to run, a little river which eventually fed into the Tees. Well, I say river, but really it was more of a stream, and it's dried up now, or so I've heard. They blocked it to build the new houses somewhere between here and Yarm. On the bank of the burn was a large pipe above the water, an entrance to the underground labyrinth of old sewers connected to the derelict waterworks on the other side of the estate. Mam had drummed it into me, stay away from the burn pipe. And being a good girl, I always had. But then Una got her idea. It was autumn, and we must have been knocking on 13. The falling leaves were the red gold of Mam's special New Year tablecloth and crunched like pork scratchings under our feet. I whined the whole way. We don't even know where it comes out. Exactly, Una said, clicking her torch on and off. But what if it doesn't come out anywhere? What if it comes out in another world? There'll be rats. Rats, schmats. We arrived at the bank opposite the pipe. The burn flowed on towards the Tees, further than I had ever been. Without taking her shoes and socks off, Una sloshed into the water, up to her bruised shins. Una, I don't want to. She pulled the spool of twine out of her knickers. It's like that Minotaur story from school. We won't get lost. We should go back. Howie, Jean, don't be a wimp. I'm not being a wimp. She hoofed up a wing of water. We're always saying how boring everything is round here. Well, this is an adventure. But I've got my new clothes on, which was true. A peach-coloured blouse and cotton skirt from Woolies. Una's eyes narrowed to knife nicks. I'm going in with or without you. Una, please. She tossed the spool into the pipe and clambered up after it. Please. I had tears in my eyes. She tied one end of the twine to a bolt on the pipe's rim and tugged it to make sure it held. The pipe sighed around her. Stooping, she shone the torch down its throat, wolf howling, "Awoo!" after it. Her face was all twisted when she looked back at me. Last chance, she said. Una, I said uselessly. Tell them I died a hero's death, she said, and melted into the darkness. I was frantic. I paced and blubbered along the bank. Once, twice, 3 times I took off my shoes and socks and tippy-toed into the freezing water, only to once, twice, 3 times turn back. I thought about running home and telling Mam, but I'd already been warned about being here. Plus, there's the unspoken rule that every child knows: you never told. Still, what if Una got lost, became nothing but bones and a ghost story herself? I felt pulled in so many directions that the only thing for it was to sit on the bank and wait. Una was right. I was a wimp. Time passed. The light faded and cold crept on. To stave off panic, I started setting meaningless deadlines. 1 more minute and I'm leaving. 1 elephant, 2 elephant, 3 elephant. But after 60 elephants trooped past trunk to tail, I didn't budge. Then, right, when that tree shadow gets to that rock, I'm off. Watching it inch towards its destination was torture, because I knew I wasn't going anywhere once it did. Then I tried getting angry. This was all Una's fault. She had no right. But the gathering darkness chose to throw its weight behind fear and not rage, and my hissy fit quickly fizzled. Finally, unable to hack it any longer, I got up to leave. I was just brushing the muck off when I heard a noise from deep within the pipe. Una, I said as loudly as I dared,
No answer. The noise got louder. What sounded like footsteps, clanging footsteps getting closer. Merci, Glenn. À vous, Claire. Et on parlera de la traduction juste après, bien entendu. Il faut rallumer votre micro, Claire. On vous entend pas. Ouais, désolée, je voulais pas faire de bruit. Je vais juste lire la petite introduction que Glenn m'a envoyée. Donc ce passage se situe au début du livre, on est en 1991, et Jane Barr écrit des lettres à Stephen, qui est en fait un marchand d'art qu'elle n'a jamais rencontré. Stephen lui demande en fait de parler de son amie d'enfance, Una, qui est une artiste outsider, c'est-à-dire elle vient d'une classe ouvrière, elle n'est pas du tout du milieu. Et elle a disparu dans des circonstances un peu mystérieuses. Et son travail vient d'être redécouvert par le monde de l'art londonien. Donc dans ce passage, Jean se souvient d'un exemple qui reflète bien l'esprit rebelle de Tuna lorsqu'elles étaient enfants, vers la fin du coup des années 50. Je vais essayer de lire aussi bien que Glenn. Donc, au nord de la cité, il y a un bout de terre boisée à travers lequel passait la Camburn, une petite rivière qui alimentait la Tees. Bon, je dis rivière, mais c'était plutôt comme un ruisseau, et il est asséché maintenant, à ce que j'ai entendu dire. Ils l'ont enseveli pour construire de nouvelles maisons quelque part entre ici et Yarm. Sur le bord du ruisseau, il y avait un gros tuyau en béton au-dessus de l'eau, l'entrée d'un labyrinthe souterrain de vieux égouts reliés aux usines des eaux délabrées de l'autre côté de la cité. Maman me l'avait bien mis dans le crâne. Ne t'approche pas du tuyau. Et étant une petite fille bien sage, je ne m'en étais jamais approchée. Mais un jour, Una a eu son idée. C'était l'automne et nous avions tout juste frappé à la porte de nos 13 ans. Les feuilles tombantes étaient rouges et or, comme la nappe spéciale Nouvel An de maman, et craquaient comme de la couenne de porc grillé sous nos pieds. Je l'avais pleurniché tout le chemin. On ne sait même pas où ça sort. Exactement, répondait Una, qui faisait cligner sa lampe torche en l'allumant et l'éteignant. Mais si ça sort nulle part? Et si ça sort sur un autre monde? Va y avoir des rats. Oh, les rats, les rats. Nous sommes arrivés sur la rive en face du tuyau. Le ruisseau coulait vers la Thièse. Je n'avais jamais été aussi loin. Sans retirer ni ses chaussures ni ses chaussettes, Una s'est enfoncée dans l'eau jusqu'au tibia, en éclaboussant ses jambes pleines de bleu. Una, je veux pas. Elle a sorti la bobine de ficelle de sa culotte. C'est comme l'histoire du Minotaure à l'école. On se perdra pas. On devrait s'en aller. Ah ouais, Jean, fais pas ta poule mouillée. Je ne fais pas ma poule mouillée. Elle a donné un coup de talon et jeté de l'eau. On dit toujours qu'on s'ennuie ici. Ben ça, c'est l'aventure. Mais je porte mes nouveaux vêtements, ce qui était vrai. Un chemisier de couleur pêche et une jupe en coton de chez Woolies. Les yeux d'Una se sont rétrécis comme des encoches faites au couteau. J'y vais avec ou sans toi. Una, s'il te plaît. Elle a lancé la bobine dans le tuyau et s'est hissée à sa suite. S'il te plaît. J'avais les larmes aux yeux. Elle a attaché le bout de la ficelle à un boulon sur le bord du tuyau et l'a secoué pour s'assurer qu'il tenait. Le tuyau a poussé un soupir autour d'elle. Le dos voûté, elle a éclairé le fond de sa gorge avec la lampe, hurlant comme un loup. « Aouh !» après la lumière. Son visage était tout tordu lorsqu'elle s'est tournée vers moi. « Dernière chance, » elle a dit. « Una, » j'ai dit en vain. « Dis-leur que je suis morte en héroïne. » Elle a lancé avant de se fondre dans les ténèbres. J'étais désespérée. Je faisais les 100 pas en pleurnichant le long de la berge. 1, 2, 3 fois, j'ai enlevé mes chaussures, mes chaussettes, et j'ai trempé le bout de mes orteils dans l'eau glacée. Mais 1, 2, 3 fois, j'ai fait marche arrière. J'ai pensé rentrer à la maison en courant et avertir maman. Mais j'avais été maintes fois prévenue de ce qui arriverait si je venais ici. Puis, il y avait cette règle tacite que tous les enfants connaissaient. Il ne fallait jamais rapporter. Quand même, que se passerait-il si Una se perdait? Si elle ne devenait elle-même rien que des os et une histoire de fantôme? Je me sentais tellement tiraillée dans toutes les directions que la meilleure chose à faire était encore de s'asseoir sur la berge et d'attendre. Una avait raison. J'étais une poule mouillée. Le temps passait. La nuit tombait et le froid m'enveloppait petit à petit. Pour ne pas paniquer, j'ai commencé à mettre des limites de temps insensées. 1 minute de plus et je pars. 1 éléphant, 2 éléphants, 3 éléphants.
Mais après qu'une troupe de 60 éléphants sont passés de la trompe à la queue, je n'ai pas bougé. Puis, ok, quand l'ombre de cet arbre atteindra le rocher, je me tire. L'imaginer avancer doucement vers sa destination était une torture, parce que je savais que je n'irais nulle part une fois qu'il y serait arrivé. J'ai essayé de me mettre en colère. Tout ça, c'était la faute d'Una. Elle n'avait pas le droit. Mais l'obscurité qui s'épaississait avait choisi de peser plus du côté de la peur que de la rage. Et ma crise de colère n'a pas fait long feu. Finalement, incapable de supporter la situation plus longtemps, je me suis levée pour partir. J'étais juste en train de me frotter pour enlever la boue quand j'ai entendu un bruit venant du fond du tuyau. Una, j'ai appelé, osant hausser un peu la voix. Pas de réponse. Le bruit s'accentuait. Des pas, le fracas de pas qui s'approchaient de plus en plus. Il y a tous les deux. Et évidemment, on voit la difficulté de traduire de tels mots. Justement, Claire, comment vous avez vécu l'expérience? C'est votre première en plus traduction, première interprétariat. Ça y est, vous avez fait l'ensemble des premières fois. Vous êtes spécialisé dans les enjeux de traduction des romans du nord de l'Angleterre issus de la working class. J'aimerais que vous nous parliez de votre expérience pour traduire un tel objet pour une première fois. C'est un sacré pari. Je vais juste dire à Glenn, the question is for me is just they want to ask how did I translate, especially the working class maybe dialects and all the sort of difficulties that might come up for me. En fait, à la base, enfin ce que peut-être je peux dire, c'est que en fait le texte, je l'ai découvert pendant mes études. J'ai fait une recherche sur alors, j'étais en traductologie à Paris et j'ai fait une recherche sur la traduction des dialectes et des sociolectes et en particulier dans le roman Working Class, donc ouvrier du Nord. Donc pour diverses raisons, on va peut-être pas trop rentrer dans le détail vu que on est déjà long. Donc voilà, donc c'était des questions importantes et en fait j'ai choisi un peu le livre aussi pour son ancrage géographique et social. Et donc, c'était important pour moi, en fait, de faire en sorte que ça soit vraiment retranscrit dans le livre. Et ce qui était plus difficile, c'est pas forcément le côté social, mais c'est le côté géographique. C'est-à-dire que des termes comme là, on vient d'en avoir un exemple avec away, sont des termes qui sont vraiment spécifiques à cette région-là. Et en fait, c'est pourrait être ce qu'on peut appeler des intraduisibles, mais on pourrait le traduire. Mais on serait plus dans cet ancrage. J'avais envie que le lecteur se sente dans le nord-est, à Betotsbro en fait. Donc voilà, donc c'était un peu mes difficultés et puis il fallait en même temps traduire. Donc je remercie beaucoup Yves et son frère hein, puisque c'était quand même beaucoup de négociations aussi, je veux dire dans le sens où voilà, je pouvais avoir certaines idées et comme c'est ma première traduction, on a beaucoup d'idées théoriques et puis dans la pratique, les choses sont pas aussi simples. Et il faut quand même que le livre soit lisible pour un lecteur français et voilà, donc il y a des choix à faire et puis ces choix, ils ont été faits aussi avec voilà, de la négociation avec les éditeurs aussi. C'était très intéressant. Mais par ailleurs, le livre, moi, je suis vraiment tellement contente d'avoir pu traduire ce livre-là en premier livre. C'est-à-dire, c'est un livre que j'ai adoré à la première lecture. Et relecture et relecture, et plus je l'ai traduit, plus je le traduisais, plus je découvrais pourquoi je l'aimais en fait. Donc c'était juste une expérience assez formidable. Éreintante, mais formidable. On le comprend totalement. J'aimerais poser une question à Glenn par rapport à l'avenir, par rapport au fait qu'il décrit un monde qui est parfois en déliquescence, parfois avec beaucoup de lumière aussi, mais quand même, comment l'accueil a-t-il été en Grande-Bretagne en 2018 et ensuite, est-ce que ça a fait bouger les lignes? Est-ce que les pouvoirs politiques ont eu accès à ce livre-là? Est-ce que les classes ouvrières ont eu accès à ce livre-là? Est-ce qu'il y a eu des retours en ce sens? Et ma deuxième question serait, comment voyez-vous, Glenn, le monde en 2073 dans 50 ans? Okay. The question is about how you see the future, because in the book we understand it's not going to be better. Actually, the social policies and all are not going more in the worst direction, really. How the book was welcome
in the UK when it came out. Sorry. Do you think it has an impact? Did the working classes had access to it? Did maybe the politics had access to it? How was it received? And the second question would be, how do you see the world in 50 years? Oh shit. Good luck. The first, so the book was really, I was surprised how well the book was received. It was shortlisted for the Orwell Prize for political fiction when it came out. It got beat by the winner of the Booker Prize that year, Milkman, which is a masterpiece. So I don't care because that book is genius. So it got so it was really well received, and I think it, as much as literature, I think literature can, I think, make a wider sort of point to the world. And I think the more books which are talking about social housing and, you know, the experiences of the most vulnerable in society, the more books we have about that, the more change hopefully is possible. I've been really surprised and humbled about how the book seems to keep finding audiences. For example, everybody here tonight, thank you, and in France, it's just amazing. Where I see the world in 50 years' time, I know I'm supposed to say something positive here, but I am afraid for the way we're heading. We need, I don't know, I think we're forgetting a lot of hard-learned lessons that we've learned in the last 100 years or so. I think we're forgetting those lessons, and also we're making new mistakes at the same time. And I think the root of it is money and capitalism, and that needs to change. I don't know if it can. I hope so. I actually have a lot of respect for France, the way you guys do strikes and things. I have my French friend Marie in Manchester. An English person was complaining about how the strikes we're having in this country are quite disruptive. And my friend Marie, she's from Lyon. She's like, yeah, that's the point, idiot. And so, yeah, you guys in France are a good role model for change, or forcing change. Yeah. Ok. Donc d'abord, j'étais assez surpris de comment en fait le livre a été bien reçu au Royaume-Uni. Il a été quand même finaliste du Orwell Prize, qui est un prix pour le roman politique en fait. Mais il a été battu par Milkman, qui est de Berne, je crois. C'est un très beau livre. Et pour moi, je pense vraiment que la littérature peut donner une plus large réflexion sur le monde. Là, en l'occurrence, il s'agissait de parler des politiques sociales du logement, et je pense en fait de parler de ces expériences-là. Et je pense que ah oui, voilà, j'ai vu dans la discussion le nom du... Anna Burns. Voilà. Et donc, en fait, le plus on a de livres qui parlent de ces expériences-là, le plus, en fait, de changements on peut espérer. Mais je reste, voilà, humblement surprise de comment ce livre continue de trouver un public. Par exemple, je veux vraiment vous remercier à tous ce soir d'être là et d'apprécier le livre, de le lire. Comment je vois le monde dans 50 ans, je devrais dire quelque chose de positif, mais en fait, en réalité, je suis plutôt sceptique, voire vraiment peur de comment les choses évoluent. Je trouve qu'on oublie en fait les grandes leçons qu'on aurait dû apprendre
de ces de ce dernier siècle en fait même. Et on continue en plus de faire de nouvelles erreurs. Et pour moi, ça a beaucoup de choses à voir avec le capitalisme. Et je pense que c'est important d'en changer. Je ne sais pas si c'est possible. J'espère. Et puis je veux ajouter que j'ai beaucoup de respect pour la France, de comment vous vous battez, notamment par le biais de la manifestation. Et voilà, j'ai une amie à Manchester qui s'appelle Marie, en fait, et qui expliquait à un ami à moi anglais qui disait qu'il en avait marre parce que les manifestations, ouais, ça bloque tout. Et elle disait, bah, c'est exactement le but, en fait. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment bien bien de voir comment vous forcez un peu les choses pour que les choses changent. Alors, j'ai une dernière question, après je vous libère tous, mais c'est la question du second roman, parce que qu'est-ce qu'on écrit après avoir écrit ce nouveau, à mon sens, c'est un nouveau courant littéraire que vous avez créé, parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur que peut-être que ça donnera envie à d'autres auteurs de creuser ce sillon-là. Mais qu'est-ce qu'on écrit après Hiéronopolis? Je sais qu'apparemment vous êtes en train d'écrire le second roman, peut-être depuis 2018. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Est-ce qu'il y a une date prévue de sortie en Grande-Bretagne et potentiellement une future collaboration encore avec les éditions du Typhon? One last question will be about your second novel. We know that you're writing or maybe finish writing the second novel. We think, or I think, Anthony said that that he thinks you're really creating a new literary genre with your novel Ironopolis. And so, what sort of book do you write after this one? And maybe to continue the collaboration with the Edition du Typhon. So, what are you writing now, and how do you feel about it? Well, first of all, thank you to Anthony for that comment about Inopolis. It's really appreciated. My next novel should be out next year, maybe into the summer. It's different again. It is set in the Middle Ages. It's based on a very, very tiny piece of history that I found. I grew up not far from Durham Cathedral, which, if you know, it's as beautiful, I think, as like Notre Dame or anything like that you have. It's a 1,000-year-old cathedral. There's a very small reference to like a traveling minstrel, I guess, like a guy who would go playing music. And he had a very strange name. Mother Naked was his name. And there's a little reference. They paid him the smallest amount of money. There's financial records for the cathedral for 200 years. They paid this guy the smallest amount of money from any performer in 200 years. And I just wrote a novel about him. So it's set in the medieval era, and all of the language is kind of like as close, kind of like medieval language. And so it's a lot different, but the themes, I think, like the just sheer rage at what I found interesting was the social problems we have now is exactly the same as the stuff that happened then. We haven't changed as a society at all, and that was terrifying. So the book is about that. Thank you. Sorry, it might be hard to translate. So. No, that's all right. I'm gonna ask you the name of the musician. I'm gonna ask you when I'm come to it. Donc d'abord, merci beaucoup Anthony pour ton commentaire sur Aeronopolis. Donc le prochain roman en fait va sortir l'année prochaine, probablement au courant de l'été. C'est un peu différent. C'est en fait ça se passe pendant le Moyen Âge, mais ça vient vraiment d'une
petits bouts d'histoire que j'ai appris. En fait, moi j'ai grandi près d'une cathédrale. What's the name of the cathedral again? Sorry. Durham Durham, Cathedral. Ah bah c'est Durham, sorry. Donc c'est la cathédrale de Durham en fait, enfin Durham, mais c'est Durham qui est à côté de Middlesbrough en fait dans le nord, qui est une très très belle cathédrale, très ancienne. Et en fait il y a une référence à, il a trouvé une référence à un musicien qui a joué dans cette cathédrale et qui était payé cathédrale, donc c'est très riche. Yves, si jamais tu vois que je fais des erreurs, n'hésite pas à me dire. Et en fait, donc ils ont plein d'argent, mais en fait, ce musicien a toujours été payé le plus petit, enfin le moins possible. Et donc il a voulu parler de ça. Alors, en fait, il fait un lien en fait entre les thèmes qu'on peut trouver aujourd'hui, les problèmes sociaux qu'on peut trouver aujourd'hui, et euh, et en fait, ce sont des thèmes qui existaient déjà à l'époque médiévale. Et donc c'est assez effrayant en même temps. Mais voilà, c'est comme quoi la société ne change pas vraiment en fait. Et dans ce roman, il y a en fait le langage est inspiré, enfin est le plus proche possible de ce que pouvait être le langage à l'époque. Donc il y a un côté médiéval dans l'écriture. Et cette réponse m'appelle une note de bas de page. Combien y a-t-il de Glenn James Brown dans Glenn James Brown? How many Glenn James Brown do you have in Glenn James Brown? I don't know. J'ai pas très bien compris. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes dans sa tête, mais j'ai l'impression. Is there any? Is there? It seems that you have many person in your head. So how many Glenn James Brown there are in Glenn James Brown head? I feel different. I feel different. I don't know. For me, I try and just be one for when I'm with my friends and stuff. But I think I'm really interested in taking on other voices when I write. I know lots of novels, like autofiction is a thing where, you know, people write about themselves. And I do believe that anything you write actually is you. It comes from you. But I'm always really interested in trying to inhabit different characters, different voices, and just, you know, it always really appeals to me. So like this really appealed to me too, to become like this medieval kind of traveling musician, you know, like it's just very appealing. So yeah, probably as many Glenn James Browns as there are Claires and Anthony's in the world. You know, in your head, you're many different people. Je sais pas, j'essaye quand même d'être une seule et même personne avec mes amis et tout, mais en fait, je suis vraiment intéressée par prendre la place et parler à la place d'autres voix, d'autres personnes. Je sais que l'autofiction, voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien écrire, mais en fait, pour moi, je pense que tout ce qu'on écrit, il y a toujours des parts de nous. Voilà, et donc en fait, moi, j'ai envie d'essayer différentes voix. Donc différents personnages, ça me plaît, ça m'attire. Et là, j'avais envie d'être ce musicien médiéval. Il y a probablement autant de Glenn James Brown que de Claire ou que de Anthony. I forgot the end. I didn't write it. Yeah, just Obviously. yeah. We're all As many different. Claires, as many It is, Anthony. yeah, as there are. You know, you wake up you feel different every day. En fait, on se sent différent chaque jour et c'est voilà. On le prie évidemment de ne jamais tomber dans l'autofiction avec autant d'imagination, ce serait du gâchis, c'est évident. On espère qu'il continuera dans cette voie-là parce qu'il a un avenir assez fabuleux. J'espère qu'il aura toute la notoriété qu'il peut avoir en France. Et grâce aux éditions du Typhon, on est ravis que qu'on puisse lire ce livre parce qu'il est quand même assez exceptionnel, assez singulier dans une littérature qu'on oublie. Donc j'aimerais vraiment féliciter évidemment tout le monde. Merci infiniment à tous les trois. On a la chance d'avoir toute la chaîne du livre ce soir, de la traductrice à l'auteur, à l'éditeur, et c'est une chance incroyable. Donc merci infiniment à tous les trois. Merci. Thank you.
Thank you, Glenn. And just to add, Anthony said, never write autofiction if you don't feel like it. Just continue the way you are doing it. It's just amazing. So, yeah. And thank you, everyone. Thank you. Merci à tous et à très bientôt pour le second, on l'espère. On l'espère très vite en France. D'ailleurs, Thank Yves, you. pas I'll wait répondu, to read the second novel. mais si jamais Yeah. ça arrive, est-ce que la collaboration continuera? Possiblement. Pardon? Est-ce que la collaboration continuera possiblement sur le second? Est-ce que Oui, il n'y c'est- a pas de raison, il n'y a pas de raison. On a hâte de lire, on a très très hâte de lire. Can't wait to read the second novel and Yes. maybe to feel again. Yeah. Hopefully it'll be out next year. So yeah, Yeah. Okay. not too long. We wait. on a hâte. Merci Ok. beaucoup. à tous. Thank you everybody thank you all for the night and for coming and for setting this up, and everybody who attended as well. Thank you so much. Merci tout le monde. Thank you, Glenn. Thank you, Glenn. Bye. 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 Bye bye. Bye bye. Et à tous. Au revoir tout le monde.